Et alors, avant de parler de l'après-guerre, on va voir d'abord ce qui se passe en ce moment sur le terrain avec une zone sur laquelle tous les regards sont tournés. C'est évidemment en Russie, cette zone de course que les Ukrainiens ont déclenché cette semaine une offensive. Les Russes ont riposté. Les combats sont toujours très intenses. Je me tourne vers vous, Général. Est-ce que c'est dans une éventuelle dernière ligne droite, parce qu'évidemment on pense à l'après-guerre, mais on en est loin. Est-ce que ce petit bout de terre, ce confetti-là, c'est là où tout se joue, c'est là où il faut vraiment abattre toutes ces cartes pour les Ukrainiens ? Non, ce n'est pas là où tout se joue et pas grand-chose va se jouer sur ce morceau de terre. Mais ce que vous avez dit est juste, c'est que chacun ne pense plus qu'à l'après-guerre, parce que c'est bien ce qui se joue maintenant, et chacun est en train de se mettre en ordre de bataille ou d'améliorer son jeu pour une éventuelle négociation. On en parle beaucoup, mais n'oublions pas qu'à ce jour, Poutine n'a toujours pas intérêt à négocier et qu'il n'est pas obligé de négocier. On est un peu dans le wishful thinking quand même occidental dans cette affaire-là, ne l'oublions pas. Mais les Ukrainiens ont évidemment intérêt à ce que cette négociation arrive le plus tôt possible, parce que autant les Russes peuvent continuer la guerre peut-être pendant un an et demi, on le sait bien, il y a une limite, mais les Ukrainiens, eux, sont sur leur dernière ligne de défense dans le Donbass et l'armée ukrainienne peut s'effondrer à tout moment. Donc il faut qu'il y ait une négociation. Mais c'est pour ça ils sont tout le temps à l'offensive, les Ukrainiens, c'est pour ça qu'ils... Oui, ils se mettent en ordre de bataille. Alors là, il y a deux idées. Un, il faut montrer qu'ils sont encore forts, que c'est encore une armée. Et là, probablement, on a un message du côté vers Trump en particulier, vis-à-vis de l'Europe aussi. Il y a un message vis-à-vis de la Russie en disant, attention, on peut encore être à l'offensive. Et puis, il y a toujours cette idée, peut-être, d'avoir quelque chose à échanger contre autre chose, et donc d'avoir une partie plus importante de la Russie qu'il posséderait, de manière à ce que ce soit quelque chose qui puisse échanger. Donc il y a plein de motivations dans cette affaire-là, mais ils ont bien compris qu'ils ne gagneraient pas la guerre là. Donc il faut bien comprendre que c'est fait. Mais c'est un point d'ancrage pour la suite. C'est une vision, oui, ils ont une vision politique. Ils ne pensent qu'au futur. Et donc ils améliorent leur position vis-à-vis de Trump, vis-à-vis des Occidentaux et vis-à-vis des Russes. Voilà, alors, en fait, à quoi ça sert. Mais ça ne sert pas à gagner du terrain. En tout cas, ça reste malgré tout un caillou, on va dire, dans la chaussure de Vladimir Poutine, qui l'a dit très clairement. Écoutez. 2 mois ont passé depuis notre dernière rencontre et je vous avais demandé de gérer la région de Koursk. La situation là-bas est très difficile. Je vous avais demandé en particulier d'écouter les problèmes des habitants. Magali, il le dit clairement, c'est difficile, ça reste un problème. Pourquoi est-ce qu'il le dit d'ailleurs ? Mais parce qu'il s'était engagé aussi à reprendre cette zone de Koursk, justement. Et il l'avait annoncé en disant nous reprendrons cette poche, en effet, prise par l'Ukraine depuis quand même l'été dernier. Et bon, force est de constater qu'il n'a pas réussi. Vous savez qu'on a beaucoup parlé de ces soldats nord-coréens qui auraient été envoyés par la Corée du Nord, justement pour prêter main forte à l'armée russe et reprendre cette poche. Bon, il n'a pas réussi. Donc, il est obligé devant la caméra finalement de dire oui, la situation est extrêmement difficile, manifestement quand même en accablant la personne qui est en face pour dire bon mais qu'est-ce que vous avez fait, comment c'est possible. C'est le gouverneur de la région. Voilà, c'est une façon de lui demander au gouverneur de rendre des comptes aussi et de lui expliquer pourquoi est-ce qu'aujourd'hui les Ukrainiens sont toujours sur le territoire russe. Alors après il y a c'est évidemment un échec pour la Russie de ne pas avoir réussi à reprendre ce territoire. Après, elle engrange d'autres succès ailleurs. Là, à l'instant, la Russie annonce avoir pris la ville de Toretsk. Il se battait dans cette région du Donbass, même si, à l'heure actuelle, c'est pas encore confirmé côté ukrainien. Mais c'est une région il y a des avancées, minière, il y a des avancées. C'est-à-dire qu'il y a quand même une poussée qui est très, très forte. Mais ça, vous en parlerez mieux que moi. Mais il y a une poussée très forte de la Russie sur le terrain. Donc, on voit bien quand même que l'essentiel pour Poutine a toujours été le Donbass et que là, il met quand même là aussi ses forces dans la bataille pour essayer de, au maximum, reconquérir les 2 régions du Donbass.
dans la perspective évidemment de ces négociations. Mais il y a effectivement la question de l'opinion publique. Pour juste en revenir à la déclaration de Vladimir Poutine, là il est gêné aux entournures, si on peut dire, vis-à-vis de la population locale, des Russes qui se sentent littéralement abandonnés. Oui, vous avez raison. Alors, on sait que la population russe est encore majoritairement du côté de Poutine et dans le soutien à la guerre, même s'il souhaite que cette guerre s'arrête. Enfin, c'est ce que disent les sondages à peu près crédibles. Mais néanmoins, comme l'a dit Madame Barthès, enfin, il a fait une promesse qu'il a pas tenue. D'ailleurs, quand il s'en prend ce pauvre gouverneur n'y peut mais. Parce que, évidemment, si l'armée russe avait dit je mets Koursk en premier, eh ben, ils auraient résolu le problème. Le problème. Donc, il y a en publiant ces images-là, il y a bien d'abord un message politique. Et je pense que son problème, c'est lui-même. Il doit dire, au fond, je ne suis pas en faute. Il faudra bien qu'il trouve des coupables, parce que probablement, lors des négociations, Koursk n'aura pas été repris. Alors, l'étape d'après, ça peut être un cessez-le-feu, sauf que les Russes ne veulent pas en entendre parler. On va écouter l'envoyé spécial de Trump sur la question. On va plutôt lire ce que dit Kellogg, c'est l'envoyé spécial de Donald Trump sur la question ukrainienne. Voilà, le président Trump veut que le combat s'arrête, juste qu'il s'arrête. Ensuite, seulement, vous pouvez négocier. Ça, c'est vraiment la première étape inconditionnelle. C'est ce que veut Donald Trump et c'est ce qu'il a promis pendant la campagne, au moins que les armes se taisent. Alors c'est intéressant parce que Keith Kellogg fait maintenant de plus en plus de sorties quand même et on attend la conférence de Munich le week-end le 14 prochain, février, oui. Voilà, où normalement il devrait donc se rendre sur place. C'est vraiment le grand rendez-vous de la sécurité en Europe avec quantité d'experts et de dirigeants. Il y aurait J.D. Vance aussi, le vice-président. Voilà, et c'est absolument le vice-président de Donald Trump. Et c'est là, dit-on, qu'il devrait annoncer les grandes lignes de ce fameux plan qu'auraient les Américains. Sachant que Keith Kellogg a donné déjà une interview hier au New York Post et il explique justement que Trump, pour faire revenir Donald Trump à la table des négociations, qui va être finalement le point clé, on sait que Zelensky a dit « moi je suis prêt à négocier », serait prêt notamment à durcir les sanctions sur la Russie. Et on sait que Trump, depuis qu'il est à la Maison-Blanche, ne cesse de dire Poutine est en train de détruire la Russie perd beaucoup trop d'hommes, et puis l'économie est en train de se détruire. Donc on sent bien une volonté du côté américain d'essayer d'appuyer là où ça fait mal, et notamment sur l'économie, parce qu'évidemment au bout de 3 ans, les sanctions elles sont en train quand même d'avoir des effets sur l'économie russe. C'est beaucoup plus lent que ce qu'espéraient les Occidentaux, mais quand même. Et donc là, il y aurait une volonté du côté américain d'appuyer davantage sur ces sanctions en décidant de nouvelles, notamment sur les hydrocarbures. Alors Magali Barthès évoque cette conférence de Munich la semaine prochaine. Là, ça va être vraiment une étape clé. J'en sais rien. Ah oui. J'en sais rien. En tout cas, non, mais tant que vous faites en place pour que ça le devienne. Tant que vous faites des négociations entre occidentaux, si vous voulez, c'est pas une étape clé. C'est une étape clé quand les deux parties se rencontrent. Volodymyr Zelensky devrait y assister. Zelensky, c'est pas M. Poutine, comme vous savez. Et donc, tant qu'on négocie entre nous, tant qu'on parle entre nous, on peut assez facilement se mettre d'accord. Et donc, il manque une partie quand même tout à fait importante. Et donc, je reviens un tout petit peu sur ce qui a été dit. La question qu'on aurait dû se poser depuis très longtemps et qu'on s'est mal posée, c'est au fond, quelles conditions fallait-il créer pour que Poutine ait enfin intérêt à arrêter. Pour l'instant, ces conditions n'ont pas été remplies puisqu'il continue. Et il y a 2 conditions, mais la première, effectivement, c'est l'économie, puisqu'on sait bien que l'économie russe est dans une situation qui ne lui permet pas de continuer la guerre très longtemps. Et donc, si on accélère, on peut le pousser à comprendre qu'il a intérêt à arrêter. Je reviens un peu sur ce que vous avez dit, sur ce qu'a dit Trump. Je crois, ou son envoyé. D'abord, on arrête la paix et après on négocie. On arrête la guerre et après on négocie. Mais ça, c'est contre l'histoire. Ça s'est jamais fait comme ça. Les négociations continuent, la guerre continue. Enfin, il y a un exemple. Tous les exemples, c'est comme ça. Afghanistan, c'est comme ça. Le Vietnam, c'est comme ça. 4 ans de négo. La Corée du Nord, 2 ans de négo et 2 millions de morts pendant ces 2 ans de négo. Donc ça se passera pas comme ça. Et donc on voit bien que, comme d'habitude, Trump est complètement en dehors de la réalité.